Dans la première partie, vous avez observé les plus anciennes constructions du fort de Dailly, implanté au début du XXe siècle, ainsi que les lance-mines et le funiculaire. Dans les années 60, l'armée a doté ce lieu d'une arme incomparable jusqu'alors, la T1, une tourelle automatique de 15 cm. Il s'agissait d'un prototype, et seuls 2 modèles de ce canon ont été installés dans tout le pays. Sa puissance de feu, couplée à une portée de tir remarquable, en faisait une arme redoutable. Et nous commencerons sa visite par la fin du processus. Alors on a un sas anti-souffle ici de dernière génération, à savoir qu'il suffisait d'ouvrir une porte et simplement en refermant cette dernière, on a le système de tringle qui déverrouille l'autre. Et voilà. Ça en a une garantie, toujours une porte protégerait le reste du corps à l'extérieur. Alors dans cette cavernouille, on n'a plus de douille bien entendu puisqu'il n'y a plus de tir. Par contre, on a ici le stockage des pièces de réserve qui étaient à la tourelle 2. La tourelle 2 est la seconde tourelle de 15 cm à Dailly, construite sur les hauts de la forteresse. Elle peut se visiter par le biais de la CIPAD ainsi que tous les locaux servant à son fonctionnement. On a la communication avec la chambre de préparation de la munition. On a l'extrémité du tapis roulant et les douilles chutaient là, rebondissaient sur l'autre douille qui était dans la cave en faisant un bruit d'enfer. Alors, avant d'aller voir le monstre, on va aller voir l'atelier. Franchi en ce moment même un sas, encore une fois. Un sas anti-souffle, une porte anti-gaz et l'atelier. Alors ici, il y a évidemment tout ce qu'il faut pour assurer l'entretien de la tourelle. Ici, on a une forge avec les outils qui vont avec. On a ici une perceuse à colonne, la meule et un tour automatique. Et puis là, on a toute l'installation qui permet finalement de monter le tube dans la tourelle. Alors ici, on a le tube de réserve qui s'approche des 8 tonnes. Et tous les 4000 coups, son âme a été usée. Ce tube paraît gros parce qu'il est refroidi à eau pour les tirs de cadence et du rail. Et là, on a la bouche, le frein de bouche, on va le dévisser. Ça va pouvoir nous permettre d'extraire l'âme avec une pompe hydraulique. On met une pompe hydraulique, on va pouvoir extraire l'âme et la remplacer. Donc il fallait aller en haut, démonter le tube usé, le descendre par le puits oblique, par lequel on peut transiter avec la petite cabine pour 4 personnes. Et puis on a par exemple ici une coupe, un extrait de cette lame usée. On voit ici l'emplacement de la douille, le point d'érosion au point d'impact d'explosion contre le fond de l'obus et les rayures qui sont usées. Et donc il faut changer le tube. Donc ici c'était pour l'entretien de la tourelle. Il y a tout ce dispositif qui permet de hisser le canon en haut, un puits de 40 mètres. Bon allez hop, c'est parti pour l'ascension de ce puits vertigineux. Ben, je sais pas si on se rend compte, mais je peux vous dire que ça grimpe. Regardez un peu, là ma caméra elle est à niveau, donc on est quasi à la verticale. Ouais non mais regardez un peu ce puits. Puis là j'ai pas fait grand chose encore. On arrive à un premier palier. Alors on va ouvrir cette porte. Hop. Voilà. De la lumière, ce sera mieux. Ouais. Donc là, on rejoint en fait le puits vertical qui permet d'acheminer les munitions jusqu'à la T1 en haut. On va se faufiler par ici. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Ce qui est super impressionnant, c'est qu'en fait, c'est toute cette colonne ici qui pivotait en même temps
que la tourelle en haut. Donc toute la partie où je me trouve ici, et ben tout ça, ça tournait pour permettre de régler l'azimut correspondant à la cible. Vous observez aussi qu'il y a tout un système d'échelle pour monter le long de ce puits vertical. Tout ça dans un but d'entretien. Évidemment, c'est pas par là qu'on passait lorsque la tourelle était en fonction. On reviendra plus tard dans la vidéo sur le fonctionnement de cette installation. Là, pour l'instant, on va grimper au sommet de ce puits. Allez, le dernier bout, c'est plus facile, ça redevient un peu moins raide. Regardez un petit peu comme c'est droit, vertical. Donc là, on a encore le treuil ici avec le câble qui permettait d'accrocher soit la nacelle, soit le canon. Et la tourelle, c'est au-dessus. Wow. Regardez un peu ce monstre. Voilà, donc le canon est en place en haut. Et tout ça, on voit bien ici, tout ça pivotait à 360 degrés évidemment. On a ici tous les manomètres de contrôle. Et ici, le poste de commande. Alors ici, vous voyez qu'il y a des panneaux pour indiquer différentes informations. Et vu que c'est une tourelle qui pouvait pivoter à 360 degrés, on en retrouvait à différents endroits ici, afin que selon la position où était orientée la tourelle, on avait toujours une vue sur le panneau. On va essayer de grimper encore un bout plus haut. Faut que je trouve où est la lumière, ça doit être là. Donc ça, c'est la ventilation. Voilà. On arrive ici dans la partie technique. Je pense que c'est un endroit où il fallait pas tellement rester lorsque le canon était en fonction. Deux particularités pour la tourelle ici, comme toutes les infrastructures de l'armée ici en Suisse, tout ça était camouflé dans un environnement qui ne laisse pas présager de sa réelle fonction. Alors à la construction, une fois prêt au tir, on a décidé de camoufler cette tourelle comme une cabane de bûcheron. Et la lutte contre l'observation aérienne était importante. On avait mis en annexe de cette cabane un gros plat avec une hache plantée dessus, un tas de bûches à côté. Mais par rapport au tube ici, on avait eu l'idée de mettre des billons comme dans une scierie sur un chariot. Pour le tir, ce chariot s'avançait pour laisser libre cours à la tourelle. Et le tube en fait était qu'un billon supplémentaire sur ce chariot. On a fait des tirs, la cabane était en treillis fin, le même treillis de camouflage qu'on employait pour camoufler les embrasures dans la roche. Le problème c'est que le souffle a emporté le camouflage, on a reconstruit cette cabane avec un treillis à plus grosse maille et les faces avant et arrière de la cabane, on a mobilisé encore les panneaux de façon à ce que le souffle ne fasse pas de dégâts malgré le treillis à grosse maille. En effet, je vous laisse imaginer l'énorme pression qui sort de cette bouche à feu pour pousser jusqu'à 24 km un obus de 42,5 kg.
faut savoir que cette tourelle, comme je l'ai dit avant, est entièrement automatisée et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors voilà, on arrive à la salle de préparation de la munition. C'est vaste. C'est assez conséquent. Il y a différents locaux techniques. Et puis on a ici par exemple un plan en coupe de toute la structure. Où on voit en fait le puits vertical qui part d'en dessous du niveau où on est là, pour la pompe hydraulique, avec 3 paliers motorisés, tout ça par l'hydraulique, pour mobiliser les 140 tonnes de la tourelle qui sont au sommet du puits de 50 mètres. Alors ici, donc, on a l'élévateur, la chaîne d'alimentation des cartouches, avec le retour de la douille qui, au fond du tapis roulant, chute dans la cave à douille tout à l'heure. Alors ici, je suis au cœur du système. C'est en fait la base de la tourelle. Au-dessus de ma tête se trouve tout le système qui permet d'acheminer les munitions jusqu'au canon en haut. Et toute cette installation en fait pivote depuis ici. Et c'est une immense structure de près de 50 mètres. Et alors là, au-dessus de ma tête, il y a une trappe avec des échelles qui permettent de monter tout en haut du puits dans la tourelle. Tout ça passe au centre du système d'acheminement des munitions. Voilà donc où arrivaient les douilles, les plateaux qui sont donc pivotants, et il y a 2 niveaux de plateau, celui du dessous étant pour les cartouches. On ajoute plein des hommes pour en fait donner un petit coup de main à la machine. Les cartouches montent sur ces plateaux tournants et finalement on va devoir positionner la cartouche en fonction de l'état de rotation de la tourelle. On a ici la machine à tamper, cette machine qui va tamper au passage la fusée des obus. On a un système ici qui empêche les cartouches d'entrer en collision entre elles, au fur et à mesure de leur progression. Ça les bloque, ouais, c'est un petit peu en pente là. Là on a l'emplacement pour encartoucher, alors les charges sont dans la douille. On place une douille, l'obus tombe et puis vient encartoucher et la cartouche part en direction de l'élévateur. On a toutes les charges qui sont ici comme munitions de première main. Au passage, la galerie de prise d'air, où on va trouver le pré-filtre à poussière radioactive. Et maintenant, on va en direction du magasin munitions. Donc là, on a encore des âmes de tubes de réserve. Et voilà, il y a 4 rames de remplacement pour l'intérieur des tubes. Et ici, on a l'appareil de mesure de la V0, la vitesse initiale. On mesure ici avec 2 électroaimants distants d'1 mètre la vitesse au départ de la bouche à feu. Encore une porte anti-souffle. Ici en face, la climatisation. Et voilà. Voilà, le magasin des obus. Alors bien sûr, strictement interdit de fumer, on a des extincteurs dehors, ça paraît logique. Dedans, au centre du magasin et encore à l'autre bout du magasin. Alors ici on a un peu un exemple, mais il faut savoir que chaque obus fait 42,5 kg. Voilà. Et puis, voilà par exemple la tête d'obus, la fusée, qui était dans ces petites boîtes et qui était stockée dans les casiers centraux uniquement. Par mesure de sécurité, les obus étaient entreposés de façon à ne pas se toucher. Si on sabotait pour faire sauter un obus, les autres étaient poussés, ils ne pouvaient pas, par sympathie, faire exploser les autres. Il faut savoir qu'on mettait 28 obus par casier, que ce magasin comporte 240 casiers. Tenant compte que quel casier était occupé par les fusées, on peut faire un rapide calcul de la munition qui était stockée ici. Alors ici, au fond du magasin, on a le dispositif qu'on a mis en place après cette fameuse explosion ici à Dali en 1946. Alors dans le magasin, on a d'abord des clapets. En cas de petite explosion, le souffle va s'échapper par ces clapets. Une plus grosse explosion, il y aura encore ces parties de murs affaiblies qui vont lâcher pour éviter que les murs latéraux lâchent et que la voûte s'effondre. Comme ça, on va toujours revenir chercher de la munition. Et en cas d'explosion maximale, mais ce qui correspondrait vraiment à un sabotage organisé, eh bien, on a encore là derrière une galerie d'échappement du souffle qui finalement débouche à l'extérieur par ce qui était l'ancien abri des canons de 12 cm à éclipse. Alors on va aller voir ça. Les clapets ici.
vide ici. Le fameux mur affaibli ici. Alors en cas d'un petit souffle qui serait venu par les petits clapets du magasin, eh bien la porte blindée va rester fermée et le souffle s'échappera latéralement. En cas d'explosion globale, on a cette porte qui est surdimensionnée pour justement éviter de faire un rétrécissement pour le souffle, que le maximum de souffle puisse s'évacuer par la galerie. Avec les gros pneus derrière pour amortir, on va éclater. Ah ouais. Voilà le système. Ensuite, on retrouve un tampon de pression en cas d'explosion à l'extérieur. La pression sera ici diminuée du 3/4 et le quart restant retenu par la porte blindée pour protéger le magasin de munitions. Ici, on arrive dans la galerie d'échappement du magasin des charges. Là, on a la défense de la galerie. Une embrasure. Vers le définitif, on arrive dans cette caverne qui était l'abri des premiers canons de 12 cm à éclipse. Aujourd'hui, on a une rampe à l'extérieur devant le camouflage, mais il faut voir qu'à l'époque, on partait à plat dans les tranchées avec ces canons éclipsables dont on a quelques photos d'archives. Alors on va voir maintenant le magasin des charges, mais avant ça... Magasin des charges, et tout comme le magasin des obus, il a deux tampons de pression. Wow. Le premier pour les obus, en fait, c'est la défense d'entrée qui est dans l'encoignure. Et le deuxième, on l'a vu, ici, voilà, on a le premier tampon de pression et le deuxième, droit derrière. On va réduire 2 fois la puissance du tout. Wow, tout un système. Comme tout magasin à munitions, on met l'éclairage en dehors de ce dernier, par mesure de sécurité, bien sûr. Et là, le magasin des charges est vraiment impressionnant. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de poudre dans ce magasin. Comme toujours, les emplacements où il y avait des extincteurs. Ici, donc. On va remarquer au fond du magasin un clapet et latéralement aussi ces portions de murs affaiblies qui vont lâcher en cas de souffle plus important. Voilà le magasin dans l'autre direction avec les chariots prêts pour mettre les douilles qu'on aurait extraites des casiers. Alors chaque casier est fermé par une porte coupe-feu, ce qui fait que si une des charges là-dedans brûle, il n'y a que cela qui va brûler et avec les portes coupe-feu, les autres seront protégés. Alors on est de retour ici dans la salle de préparation des obus de la tour LT1. Alors peut-être le talon d'Achille de tout ce système, c'est les 3600 relais électromécaniques nécessaires à son fonctionnement. On a ici les armoires qui les contiennent, 1, 2, 3, 4, 5, plus encore ici 6, 7, 8, 9. Wow. Dans toutes ces armoires, on a ces 3600 relais. On a ici la salle de contrôle qui permettait aux gardes-forts, donc aux professionnels, de faire la mise en route du système, d'avoir une supervision complète du système et de préparer la pièce pour le tir. Alors la salle de préparation de la munition ici, les soldats se protégeaient contre les gaz en connectant leur masque directement à l'air filtré qui est là. Par contre, pour la salle de commande et le poste central de tir, l'air était filtré par la salle des filtres et arrivait dans les locaux. Pour ce faire, on devait passer par le sas anti-gaz et il y avait ici un passage rapide qu'on peut passer au travers de la toile. Ou alors, pour un groupe, on va passer par la porte et on va pouvoir accéder ensuite, après un temps d'attente, dans le bureau de tir. Waouh. Voilà, alors on retrouve le fameux pupitre avec une place pour le chef de pièce ici. Ensuite, on va régler l'azimut, la rotation de la pièce. Le tempage se fait là, et là, on a l'élévation. Et d'une simple manette, n'est-ce pas, on met en route 140 tonnes de la partie mobile. Alors, on a au passage les calculateurs d'éléments de tir, la carte de tir, avec la portée de 24 km. En plus des différents tableaux synoptiques aménagés aux différents postes,
On a par exemple ce tableau qui nous indique les cartouches placées sur la chaîne, hein, il y a le compteur, le nombre de cartouches amenées, le nombre de coups tirés et le nombre de douilles renvoyées. S'il y a une différence là, il faudra s'inquiéter. Hein. Ouais. Puis on a aussi la possibilité avec cette tourelle de tirer en cadence. Alors, le feu de vitesse est limité par la hauteur du puits d'une 50aine de mètres, et comme la munition, la cartouche monte sur la droite, redescend sur la gauche, la bascule en haut prend la cartouche à gauche, mais elle va remettre sur la chaîne la douille sur la chaîne montante en fait, sur la droite. C'est pour ça qu'entre chaque cartouche, il y a un support vide pour récupérer la douille au retour. Et le tir est donc limité à ces 22 coups minutes. On pourrait en tirer un peu plus à la cadence logique de un coup toutes les 2 secondes et demie. Sauf que quand les 22 coups sont partis, on doit recharger la chaîne pour le feu de vitesse. Alors on a aussi la possibilité de tirer des feux de cadence. Hein, si on veut par exemple empêcher l'ennemi de traverser un pont pour conserver le pont intact, éviter de le faire sauter, d'attendre le dernier moment, on va peut-être tirer un coup toutes les 4 secondes, ça suffira, ou alors un coup toutes les 8, 16 ou 32 secondes. Mais on a un maximum de tir de 59 coups dans ces conditions-là. Alors ici à Dailly, on a vraiment un panel très complet de l'armement qui a été développé depuis le début du XXe siècle finalement. Et ici on va aller voir un canon, enfin l'emplacement d'un ancien canon Eclipse de 12 cm. Alors en effet, on se trouve ici sur un emplacement des premiers canons qui ont armé le fort de Dailly. Cet emplacement s'appelait le E3, E pour Eclipse, emplacement numéro 3, et on avait 2 canons de 12 cm éclipsables donc, qui étaient remisés sous roche ici, qui sortaient dans une tranchée, et ensuite qu'on pouvait prendre la direction de tir sud, nord, c'est égal. Alors bon, les canons sont évidemment plus dedans. Hein. Ensuite, l'abri est resté abri. On a ici l'entrée d'origine. Elle est belle la porte. En fer rivé, hein. Rivet soudé. Alors on a dans la remise des canons. J'arrivais ici donc, sur l'oreille, là on voit l'épaisseur de la porte, une porte magnifique. Porte béton d'époque. Ouais. Et qui séparait la remise des pièces de leur magasin à munitions. Ah ouais. Avec une défense intérieure ici. Et le magasin à munitions. Par la suite, sur ce même emplacement étroit, on a eu le chantier de 1957, la tourelle automatique 15 cm numéro 1 en tant que prototype. Ce qui représente en une petite soixantaine d'années un saut technologique inimaginable. On a fait une petite adjonction à cet abri. Dans sa paroi frontale, on a ajouté une défense rapprochée avec le canal à lâcher les grenades. Et cette défense avait directement sous son feu cette cabane de bûcheron qui en fait camoufle la tourelle T1. Maintenant, on avance en direction de la caserne numéro 3. Alors ici, pratiquement au milieu de nulle part, c'est-à-dire au milieu de la galerie qui mène à l'ascenseur de la caserne 3, eh bien, on a l'introduction ou la sortie d'un câble téléphonique. Il y a l'ancien qui a été scié, il y a le nouveau qui a été tiré en remplacement, et qui sort au travers de la montagne par carottage. Ce qui fait que l'ennemi ne va pas savoir où bombarder pour rompre ce câble. C'est la même chose pour les câbles à retention, on ne les fait jamais rentrer à l'entrée des forts, parce que l'ennemi va détecter l'entrée assez facilement avec le va-et-vient, et donc il va essayer de bombarder l'entrée dans l'espoir de rompre les câbles téléphoniques ou de haute tension. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo sur le fort d'Ussé. On avait évoqué ces aspects de sécurité par rapport aux éléments qui proviennent depuis l'extérieur de la forteresse. Voilà, autrefois on avait un store à main, ça allait plus vite. Hein. Ça c'est le progrès à l'envers, on a mis un store électrique, mais il y a un petit temps d'attente. Ascenseur de 80 mètres donc. Oui.
sacré grimpé. C'est assez spécial d'avoir des ascenseurs dans une caserne comme ça sous terre finalement. Oui, voilà, c'est un peu la seule caserne de forteresse en Suisse qui est accessible par ascenseur, surtout de cette dimension. Une exclusivité ici. Et puis on a la sécurité, hein, il y a une sortie de secours dans l'ascenseur, il y a le téléphone, et puis il y a la clé pour la sortie de secours.